Chaque matin, près des falaises de Kingsport, une étrange brume monte de la mer, blanche et duvetteuse. Elle s'élève des profondeurs vers ses frères, les nuages, toutes pleines de rêves, de pâturages humides et de cavernes de Léviathan. Et lorsque, plus tard, les calmes pluies d'été tombent sur les toits qui abritent les poètes, ces nuages éparpillent des bribes de rêves pour que les hommes ne vivent pas sans avoir vent des mystères anciens, ou des merveilles que durant la nuit les planètes racontent aux autres planètes. Quand les contes s'épaississent et se font nombreux dans les grottes de Triton, et que les conques dans les cités d'algues marines font résonner de vieux airs enseignés par les anciens, alors des brumes impatientes se rassemblent dans les cieux chargés de connaissances et de secrets. Et ceux qui, des rochers, regardent vers l'océan, ne voient qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était le bord du monde, et comme si les cloches solennelles les bâtisses teintées dans un éther de féerie. Au nord de Kingsport, la ville archaïque, les hauts rochers s'élèvent curieusement en paliers, jusqu'à ce que l'ultime fête du nord paraisse suspendue dans le ciel comme un nuage gris de glace. Il est seul, sommet isolé, saillant dans l'espace illimité. À cet endroit, la côte tourne brusquement là où le grand Miskatonic se jette dans la mer, après avoir traversé les plaines au-delà d'Arkham, apportant avec lui les légendes et les curieux souvenirs des bois et des collines de la Nouvelle-Angleterre. Les gens de mer de Kingsport lèvent les yeux vers la falaise comme d'autres vers l'étoile polaire. Ils règlent la durée des tours de garde de nuit suivant la façon dont elles cachent ou laissent voir la grande ours, Cassiopée et le dragon. Pour ces gens, la falaise fait partie du firmament, et en vérité, elle ne disparaît à leurs yeux que lorsque la brume cache les étoiles ou le soleil. Ils ont de l'affection pour certaines falaises, par exemple celle au contour grotesque, qu'ils appellent le père Neptune, ou celle dont ils désignent la succession de piliers par la chaussée. Mais celle qui est si proche du ciel, ils en ont peur. Les marins portugais, arrivant de voyage, se signent dès qu'ils l'aperçoivent, et les vieux Yankees pensent que l'escalader, si toutefois c'était possible, serait plus terrible que la mort. Il y a cependant une vieille maison au sommet de cette falaise, et le soir, on peut voir briller de la lumière derrière ses fenêtres losangées. Cette maison a toujours été là. Les gens disent que celui qui y demeure converse avec les brumes matinales qui s'élèvent des profondeurs. Il aurait découvert sur l'océan des choses curieuses à ce moment où le bord de la falaise se confond avec le bord du monde tout entier, quand les cloches solennelles des balises se mettent à tinter dans l'éther blanc de féerie. Cela, ils en parlent par ouï-dire, car ce rocher interdit n'a jamais été exploré, et les gens du pays évitent soigneusement de diriger leur télescope vers lui. Les équipages qui mouillent pour l'été l'ont scruté avec des jumelles, mais ils n'ont jamais rien vu de plus que le vieux toit gris pointu couvert de barres d'eau, dont les hauts vents descendent presque jusqu'aux fondations, et la faible lueur jaune filtrant des petites fenêtres dans le soir. Ceux qui viennent l'été ne croient pas qu'il vit dans cette maison depuis des centaines d'années, mais ils sont incapables de donner la preuve de leur opinion hérétique aux habitants de Kingsport. Même le vieil homme terrible qui parle à des pendules de plomb logées dans des bouteilles, qui achète ses provisions avec des pièces d'or espagnoles séculaires et qui conserve des idoles de pierre dans la cour de sa maison antédiluvienne de Water Street, ne peut qu'affirmer que les choses étaient déjà ainsi quand son grand-père n'était qu'un petit garçon, et qu'elles devaient l'être des siècles auparavant, quand Belcher, Charley, Pownell étaient les gouverneurs de Sa Majesté,
pour la province du Massachusetts. Puis, un été, un philosophe vint à Kingsport. Il s'appelait Thomas Olney, et il enseignait des choses ennuyeuses dans une université de la baie de Narragansett. Il arriva avec une épouse corpulente et des enfants turbulents. Ses yeux et son âme étaient fatigués d'avoir toujours eu les mêmes pensées bien disciplinées. Il contempla les brumes sur le diadème du père Neptune et essaya de pénétrer dans les univers de blancs mystères le long des gradins gigantesques de la chaussée. Matin après matin, il restait allongé sur les falaises à regarder par-dessus le bord du monde, les terres cryptiques et lointains, et à écouter les cloches spectrales et les cris sauvages des mouettes. Dès que la brume se levait et que la mer était rendue monotone par la fumée des bateaux à vapeur, il soupirait et redescendait en ville où il aimait à se promener dans les petites ruelles étroites et anciennes qui montent et descendent la colline, et étudier les pignons branlants et les portes aux curieuses colonnes qui avaient abrité tant de générations de marins vigoureux. Et il parlait même avec le vieil homme terrible qui n'aimait pas les étrangers et qui l'invita dans sa maison incroyablement archaïque où les plafonds bas et les lambris rongés de verre étaient témoins pendant les heures de la nuit de soliloques inquiétants. Bien entendu, il était inévitable que Olney remarquât la maison grise et mystérieuse perdue sur ce sinistre rocher qui ne fait qu'un avec les brumes et le firmament. Le mystère qui entourait l'étrange habitation avait toujours été chuchoté dans les ruelles sinueuses de Kingsport. Le vieil homme, terrible, racontait d'une voix asthmatique l'histoire qu'il tenait de son père, qui avait aperçu une nuit un éclair immense surgir de cette maison au toit pointu et s'élever vers les nuages du ciel. Grand-mère Horn, dont la petite demeure dans Chip Street est toute couverte de mousse et de lierre, racontait que sa grand-mère avait entendu dire que des formes étranges de brume s'envolaient et entraient directement par la porte étroite et unique de cet endroit inaccessible. Car la porte se trouve au bord de la falaise, côté océan, et n'est visible que des bateaux. À la fin, curieux d'apprendre des choses nouvelles, et aucunement retenu par la peur des habitants de Kingsport, ou par la paresse habituelle des estivants, Olney prit une décision terrible. Malgré son éducation conservatrice, ou à cause d'elle, car les existences routinières nourrissent des désirs silencieux pour l'inconnu, il fit le serment d'escalader cette falaise interdite et de visiter l'antique maison grise qui se dressait dans le ciel. À juste titre, la partie la plus rationnelle de sa personnalité lui suggérait que les habitants du lieu devaient y accéder depuis l'intérieur du pays. Ils devaient sans doute emprunter une voie longeant la crête la plus proche de l'estuaire du Miskatonic. Probablement faisait-il leur achat à Arkham, sachant combien les habitants de Kingsport aimaient peu leur maison, ou peut-être étaient-ils simplement incapables de descendre la falaise du côté de la cité. Olney marcha le long des falaises plus basses, jusqu'à l'endroit où le grand rocher s'élevait, insolemment pour se marier avec les choses célestes. Il s'assura qu'aucune force humaine ne pouvait l'escalader ou le descendre, côté sud, par cette pente menaçante. À l'est et au nord, le roc, également impraticable, s'élevait à des milliers de pieds perpendiculairement à l'eau. Il ne restait que le flanc ouest, tourné vers l'intérieur en direction d'Arkham. Tôt un matin d'août, Olney se mit en route pour chercher un chemin menant vers le pinacle inaccessible. Il marcha en direction du nord-ouest, le long de routes agréables. Il dépassa la mare de Hooper et la vieille poudrerie de briques, jusqu'à l'endroit où les pâturages s'élèvent vers la crête dominant le Miskatonic, d'où l'on a une vue admirable sur les clochers blancs d'Arkham. Là, il trouva une route ombragée qui menait vers cette cité, mais point d'autre piste en direction de la mer, ainsi qu'il l'avait souhaité. Des bois et des champs dévalaient jusqu'à l'embouchure du fleuve. Il n'y avait
aucun signe de présence humaine, pas même un mur de pierre ou une vache solitaire, seulement l'herbe haute, les arbres géants et les enchevêtrements de ronces que les premiers Indiens avaient dû voir. Tandis qu'il grimpait lentement à l'est, de plus en plus haut au-dessus de l'estuaire qui se trouvait à sa gauche pour se rapprocher de la mer, il découvrit que le chemin devenait de moins en moins facile d'accès, et il finit par se demander comment les habitants de cet endroit détesté pouvaient bien s'y prendre pour atteindre le monde extérieur et se rendre au marché d'Arkham. Puis les arbres se raréfièrent, et loin au-dessus de lui, sur sa droite, il vit les collines, les vieux toits et les flèches de Kingsport. Même la colline de Central était minuscule vue de cette hauteur, et il pouvait à peine discerner le vieux cimetière près de l'hôpital de la congrégation, sous lequel, selon la rumeur, se dissimulaient des caves et des cryptes terrifiantes. Devant lui s'étendait une herbe épaisse, des buissons de ronces et de mûres, et au-delà le roc nu de la falaise et le toit pointu de la redoutable maison grise. À présent, la crête se rétrécissait, et Aulnay se sentit mal à l'aise à cause de sa solitude sous le ciel hostile, près du précipice effrayant, au-dessus de Kingsport, au sud, et de la paroi verticale qui faisait presque 1 kilomètre de haut à l'embouchure de la rivière, au nord. Tout à coup, il découvrit un trou béant devant lui. Il descendit en se suspendant par les mains jusqu'à une profondeur de 3 mètres environ, et ensuite rampa dangereusement le long d'un défilé naturel sur la paroi opposée. Ainsi, c'était là la manière dont les habitants de cette maison fantastique voyageaient entre ciel et terre. Quand il émergea du gouffre, une brume matinale se formait, mais il vit distinctement la maison haute et impie devant lui, les murs aussi gris que le rocher et son sommet qui s'élevait audacieusement au milieu du blanc laiteux des vapeurs marines. Et il remarqua qu'il n'y avait pas de porte du côté des terres, mais seulement quelques petites fenêtres à cloisons, avec des vitres opaques en œil de bœuf, plombées à la mode du XVIIe siècle. Tout autour de lui, ce n'était qu'un chaos de nuages. Il n'apercevait rien d'autre que la blancheur de l'espace sans limite. Il était seul dans le ciel avec cette curieuse et très troublante maison. Après avoir longé l'enceinte jusqu'à la façade, il vit que le mur ne faisait qu'un avec la paroi de la falaise, si bien que l'étroite porte ne pouvait être atteinte que par les airs. Il en ressentit une terreur que l'altitude seule ne pouvait expliquer. N'était-il pas très étrange que des bardeaux aussi rongés par les vers aient survécu au temps, et que des briques aussi croulantes forment une cheminée qui tienne encore debout? Comme la brume s'épaississait, Aulnay fit le tour de la maison jusqu'aux fenêtres des côtés nord, ouest et sud, qu'il trouva toutes verrouillées. Il fut vaguement content, car plus il voyait cette maison, moins il désirait y pénétrer. C'est alors qu'un son le fit sursauter. Il entendit un grincement de serrure, un long grincement, comme si une lourde porte était lentement et prudemment ouverte, et un claquement de loquet suivit. Cela se passait du côté de l'océan, là où l'étroite porte s'ouvrait sur l'espace vide, à des milliers de pieds au-dessus des vagues, dans le ciel brumeux. Puis, il y eut un piétinement lourd et décidé dans la maison, et Aulnay entendit les fenêtres s'ouvrir, d'abord sur le côté nord, en face de lui, puis à l'ouest et l'autre côté. Quand un tâtonnement se rapprocha du châssis le plus proche de lui, il se faufila vers le côté ouest et s'aplatit contre le mur à côté des fenêtres à présent ouvertes. Il était évident que le propriétaire était rentré, mais il était évident aussi qu'il n'était pas arrivé par la terre, ni par quelque ballon ou aéronef qu'on pût imaginer. Des pas résonnèrent de nouveau. Aulnay contourna l'habitation par le nord, mais avant qu'il eût pu trouver
un abri, une voix appela doucement, et il sut qu'il allait rencontrer son hôte. Penché à la fenêtre ouest, il y avait un grand visage à la barbe noire, dont les yeux phosphorescents portaient l'empreinte de spectacle inouï. Mais la voix était douce, curieusement désuète, si bien que Aulnay ne frissonna pas quand une main brune se tendit vers lui pour l'aider à pénétrer dans cette étrange pièce basse aux boiseries de chêne noir et aux meubles de style Tudor. L'homme était vêtu de vêtements très anciens. Il était comme auréolé par la science des mers et par des rêves de haut galion. Aulnay ne se souvint ni de toutes les merveilles qu'il lui raconta, ni même qui il était. Mais il affirma que l'homme était bienveillant, plein de la magie des songes insondables du temps et de l'espace. La petite pièce semblait verte. Elle paraissait éclairée par une faible lueur aquatique, et Aulnay fit que les fenêtres qui donnaient à l'est n'étaient pas ouvertes, mais fermées, pour la protéger de la brume par des vitres épaisses et ternes, comme le fond des vieilles bouteilles. L'hôte barbu avait l'air jeune, mais son regard semblait provenir du fin fond des temps. D'après les légendes qu'il racontait sur l'extraordinaire chose ancienne, on pouvait deviner que les gens du village avaient raison de dire qu'il avait été en communication avec les brumes de la mer et les nuages du ciel depuis la naissance du premier village capable de contempler de la plaine sa retraite solitaire. La journée finissait, et Aulnay écoutait encore les histoires des temps anciens et des dieux éloignés. Il apprit comment les rois de l'Atlantide avaient combattu les êtres gluants et impies qui étaient sortis en rampant des crevasses du fond de l'océan, et comment le temple à colonnes couvert d'algues de Poséidon peut encore être aperçu à minuit par les bateaux en détresse qui savent, en le voyant, qu'ils sont perdus. L'époque des Tritons fut évoquée, mais l'hôte devint hésitant lorsqu'il parla des premiers âges précédant la naissance des dieux, ou même des anciens dieux, quand les autres dieux venaient danser au sommet de Hatekla, dans le désert de pierre près d'Ultar, de l'autre côté de la rivière Skye. C'est à ce moment qu'on entendit frapper à la porte, à cette ancienne porte de chêne cloutée, au-delà de laquelle il n'y avait que l'abîme de nuages blancs. Aulnay sursauta de peur. Mais l'homme, à la barbe, lui fit signe de rester calme. Il alla sur la pointe des pieds jusqu'à la porte pour regarder à travers le judas. Ce qu'il y vit lui déplut, car il pressa son doigt sur ses lèvres et revint sur la pointe des pieds fermer toutes les fenêtres, avant de retourner s'asseoir sur l'antique siège, près de son invité. Aulnay aperçut alors une bizarre silhouette noire s'attarder à la vitre translucide de chacune des petites fenêtres, et il fut content que son hôte n'eût pas répondu au coup frappé à la porte. Car il y a trop de choses étranges et imprévisibles dans le grand infini, et celui qui est à la recherche des rêves doit éviter d'éveiller ou de rencontrer ce qu'il ne faut pas. Puis les ombres commencèrent à se rassembler. D'abord, les petites ombres furtives, qui se cachaient sous la table, puis d'autres plus audacieuses, dans les sombres coins lambrisés. L'homme à la barbe fit alors des gestes de prière énigmatiques et alluma de grandes bougies dans des chandeliers de cuivre curieusement ouvragés. Il lançait de fréquents coups d'œil vers la porte comme s'il guettait quelqu'un. Son attente ne fut pas vaine, puisque l'on entendit bientôt frapper à la porte d'une façon singulière, selon un code sans doute secret et très ancien. Cette fois, il ne vérifia pas même par le judas, mais poussa la grande barre de chêne, fit tourner la serrure et déverrouilla la lourde porte, l'ouvrant toute grande aux étoiles et à la brume. À cet instant, un flot d'harmonie obscure pénétra dans la pièce, puis, venu des profondeurs océanes, tous les rêves et les souvenirs des puissants disparus de la terre. Et des flammes dorées jouèrent sur les chevelures d'algues, si bien que Aulnay fut ébloui et leur rendit hommage. Neptune était là, avec son trident, et les tritons joueurs, et les néréides fantastiques.
Sur le dos des dauphins se balançait un vaste coquillage, à l'intérieur duquel il y avait la forme grise et terrible du primitif Noden, le maître du grand gouffre. Les conques et les tritons firent entendre de curieux bruits, et les néréides émirent d'étranges sons en frappant sur les coquilles de monstres inconnus qui se dissimulent dans les noires cavernes marines. Le vénérable Noden, alors, étendit sa main flétrie et aida Aulnay et son hôte à pénétrer dans le vaste coquillage. Les conques et les gongs firent entendre une clameur sauvage et effrayante. Le fabuleux équipage s'élança dans les terres sans limite, tandis que le bruit de ses cris se perdait dans les échos du tonnerre. Toute la nuit, à Kingsport, on observa la falaise élevée chaque fois que la tempête et les brumes le permettaient. Lorsque, vers l'aube, les petites fenêtres s'assombrirent, on parla à voix basse de malheur et de désastre. Et les enfants et la femme corpulente d'Aulnay adressèrent leur imploration au Dieu des Baptistes et prièrent pour que le voyageur trouvât à emprunter un parapluie et des caoutchoucs, à moins que la pluie ne s'arrêtât d'ici le matin. Puis l'aurore sortit de la mer, dégoulinante d'eau et couronnée de brume, et les balises tintèrent solennellement dans les tourbillons de l'éther blanc. Et à midi, les corps des elfes résonnèrent au-dessus de l'océan, tandis que Aulnay, descendant des falaises secs et chaussé légèrement, faisait son entrée dans Kingsport avec l'air de quelqu'un qui a vu des pays lointains. Il fut incapable de se souvenir de ce qu'il avait rêvé dans la cabane de l'ermite sans nom, perché dans le ciel, pas plus qu'il ne sut dire comment il était descendu de ce rocher où l'homme n'avait jamais mis les pieds. Il ne parla jamais de son aventure, excepté avec le vieil homme terrible, qui murmura dès lors des choses curieuses dans sa longue barbe blanche, jurant que l'homme qui était descendu de la falaise n'était plus le même que celui qui y était monté, et que l'esprit perdu de celui qui s'appelait Thomas Onley flottait là-haut, soit sous le toit gris et pointu, soit parmi les hauteurs inconcevables de cette sinistre brume blanche. Et depuis ce jour, au travers de longues années de grisaille et de lassitude, le philosophe a travaillé, mangé, dormi, et accompli, sans se plaindre, tous les actes d'un citoyen. Il ne se languit plus de la magie des collines lointaines, et ne soupire plus après les secrets qui émergent comme des récifs verts d'une mer sans fond. La monotonie de sa vie ne lui cause plus de tristesse, et ses pensées bien disciplinées suffisent à son imagination. Son épouse devient plus corpulente, ses enfants plus grands, plus turbulents, et il ne manque jamais, lorsque l'occasion s'en présente, de montrer qu'il est fier d'eux. Dans son regard, il n'y a pas de lueur d'inquiétude, et s'il écoute parfois les cloches solennelles ou les trompes des elfes lointains, c'est seulement la nuit, quand errent de vieux rêves. Il n'a jamais revu Kingsport, car sa famille n'aimait pas les vieilles maisons, et se plaignait de ce que les tuyaux fonctionnaient mal. Ils ont maintenant un bungalow à Bristol Highland, où il n'y a pas de falaise élevée, et où les voisins sont modernes et civilisés. Mais à Kingsport, d'étranges histoires circulent, et même le vieil homme terrible admet quelque chose que son grand-père ne lui a pas raconté. Car maintenant, quand le vent du nord souffle avec bruit au-dessus de l'ancienne maison qui se confond avec le firmament, le ciel inquiétant et menaçant qui existait bien avant la peste qui ravagea le village de Kingsport est enfin rompu. Et les vieilles gens parlent des voix joyeuses qu'ils entendent chanter et d'un rire qui résonne de joie supraterrestre. Ils disent que le soir, les fenêtres sont plus éclairées qu'auparavant. Ils disent encore que l'aurore vient plus souvent en ce lieu drapé de couleurs bleues brillantes, avec des visions d'univers gelés, tandis que le rocher et la maison se détachent, noirs et fantastiques, sur un décor échevelé. Et les brumes de l'aube sont plus épaisses. Quant aux marins, ils ne sont plus absolument sûrs que les tintements étouffés de la mer soient ceux des balises. Le plus curieux de tout, cependant,
C'est la disparition des anciennes craintes dans le cœur des jeunes gens de Kingsport. Ils sont enclins maintenant à écouter la nuit les bruits vagues du vent du nord, et ils jurent que ni le mal ni la douleur ne peuvent habiter la vieille maison au toit pointu, car la joie résonne dans ces nouvelles voix, et avec elle le tintement des rires et de la musique. Ils ne savent pas quelle légende les brunes marines peuvent apporter à ce pinacle hanté. Mais ils désirent ardemment connaître les merveilles qui frappent à la porte béante de la falaise quand les nuages sont très épais. Aussi, les vieux craignent-ils qu'un jour ils n'essayent de grimper, l'un après l'autre, vers ce pic inaccessible, dans le ciel, pour y découvrir le secret séculaire caché sous le toit pointu à bardeaux qui fait partie des rochers, des étoiles et des anciennes craintes de Kingsport. Ils ne doutent pas que ces jeunes gens aventureux reviendront, mais ils pensent qu'une lueur disparaîtra de leur regard, et la volonté quittera leur cœur. Ils souhaitent que le vieux Kingsport, avec ses ruelles abruptes et ses pignons archaïques, continue d'exister et ne tombe pas dans l'apathie, tandis que s'amplifierait le chœur des rites dans ce terrible nid d'aigle inconnu où les brumes et les rêves s'arrêtent pour se reposer au cours de leur voyage de la mer vers les cieux. Ils ne veulent pas que les âmes de leurs jeunes hommes quittent les foyers agréables et les tavernes aux toits en croupe du vieux Kingsport, pas plus qu'ils ne désirent que les rites et les chansons de cet endroit rocheux augmentent d'intensité. Car, de même que la voix est venue apporter de nouvelles brumes de la mer et de nouvelles lumières du nord, ils disent que d'autres voix apporteront encore plus de brumes et plus de lumière, jusqu'à ce que peut-être les anciens dieux, auxquels ils font allusion seulement en chuchotant, de crainte que le pasteur ne les entende, sortent des profondeurs inconnues du désert de Kadath, pour s'installer sur le rocher si proche des collines et des vallées riantes de ce peuple tranquille de pêcheurs. Ils n'aspirent à rien de tout cela, car pour les gens simples, les choses qui ne sont pas terrestres ne sont pas les bienvenues, et en outre, le vieil homme terrible rappelle souvent ce que Onley disait de ces coups que le locataire redoutait, et de la forme noire et inquisitrice qui se découpait dans la brume, à travers les étranges vitres opaques et plombées des fenêtres en œil de bœuf. Cependant, seuls les anciens peuvent décider de ces choses, et pendant ce temps la brume matinale s'élève toujours au-dessus de ce pic solitaire et vertigineux, surmonté par l'antique maison, la maison grise, au vent bas, où l'on ne voit personne, mais où le soir apporte des lumières furtives, tandis que le vent du nord se fait l'écho d'étranges divertissements. Blanche et duvetteuse, la brume s'élève des profondeurs vers ses frères les nuages, pleins de rêves, de pâturages humides et de cavernes de Léviathan. Et lorsque les contes s'épaississent et se font nombreux dans les grottes des Tritons, et que les conques, dans les cités d'algues marines, font résonner de vieux airs enseignés par les anciens, alors des brumes impatientes se rassemblent dans les cieux, chargées de connaissances et de secrets. Et ceux qui de Kingsport, nichés inconfortablement sur les falaises inférieures au-dessous de cette redoutable sentinelle de pierre, regardent vers l'océan, ceux-là ne voient qu'une blancheur mystique, comme si le bord de la falaise était le bord du monde, et comme si les cloches solennelles des balises résonnaient dans un éther de féerie.